Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez vertigineuse tirée des travaux de Robert Greene. L'idée de se voir soi-même comme une véritable œuvre d'art. Pas une personne avec un rôle déjà écrit, non. Plutôt comme un sculpteur devant un bloc de marbre brut, avec le pouvoir de façonner son identité publique, consciemment, trait par trait. Et cette citation, tirée de la loi 25, résume tout. Ce n'est pas une question de narcissisme, attention, c'est bien plus profond. C'est un acte de pouvoir, un acte d'auto-création. C'est cette idée, cette prise de contrôle qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout commence par ça. La toile vierge, c'est le point de départ. Imaginez, le soi à l'état pur, avant que le monde extérieur ne vienne y jeter ses couleurs, imposer ses lignes, et dessiner un portrait qui n'est pas forcément le nôtre. Parce que ce que nous dit Greene, c'est que dès notre naissance, la société essaie de nous mettre dans des cases, de nous donner une étiquette. Accepter ce rôle qu'on nous tend, eh bien, c'est accepter les limites qui vont avec. Le premier coup de ciseau de l'artiste, en quelque sorte, c'est de dire non. Très bien, la toile est vierge, on a refusé le rôle imposé. Mais sur quoi on va bâtir notre œuvre? Il faut des fondations, un socle solide. Et ce socle, cet élément absolument fondamental sur lequel tout va reposer, c'est la réputation. Et ça nous mène tout droit à une loi absolument capitale. La loi numéro 5, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le processus de création de son image. Là, le message est on ne plus clair. La réputation, ce n'est pas juste pour bien paraître en société, non. C'est une question de survie dans le jeu du pouvoir. Une fois qu'elle est abîmée, on est à la merci de n'importe qui, exposé à toutes les attaques. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la réputation est vue comme une force active. Une réputation solide, c'est comme une armée invisible qui travaille pour nous. Elle nous précède, elle intimide nos adversaires et elle attire des alliés, souvent sans même qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche. Bon, mais concrètement, on fait comment pour bâtir ce socle? L'approche est stratégique. D'abord, on choisit une qualité, une seule, mais une qui marque les esprits. L'intégrité, la créativité, peu importe. Et on s'y tient jusqu'à ce que notre nom et cette qualité soient indissociables. Ensuite, on la défend bec et ongle. Mais attention, pas en se justifiant. Non, on utilise les attaques contre nous pour retourner la situation et laisser l'opinion publique faire le sale boulot. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ça soulève une question essentielle. Avoir la plus belle statue du monde, ça ne sert à rien si elle reste enfermée dans une cave obscure, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit vue, il faut attirer la lumière sur elle. On passe donc à la deuxième grande étape. Maintenant qu'on a le socle, il faut s'assurer que l'œuvre ne passe pas inaperçue. Il faut qu'elle devienne un aimant à regard. Et ça, c'est l'idée maîtresse de la loi 6. Soyons clairs. Dans notre monde saturé d'images et d'infos, être invisible, c'est une forme de mort sociale. Il est donc vital de se démarquer, de ne jamais se fondre dans la masse. L'anecdote sur P.T. Barnum est juste géniale pour comprendre ça. Objectivement, un type qui pose des briques, ce n'est pas passionnant. Mais l'absurdité de la scène, le mystère complet de son action, ça suffit à créer un attroupement. La leçon? Le spectacle n'a pas besoin d'être grandiose, il a juste besoin d'être différent. Le mystère, ça attire les gens, comme des mouches. D'accord, attirer l'attention, c'est une chose. La garder, c'en est une autre. Et pour ça, Picasso était un maître. Dès que les gens pensaient l'avoir cerné, hop, il changeait tout. Il était le maître du contre-pied. En refusant d'être prévisible, il forçait tout le monde à rester attentif, à se demander mais qu'est-ce qu'il va faire ensuite? C'était lui, et lui seul, qui tenait la plume de sa propre histoire. Et on arrive au cœur du réacteur, au travail de l'artiste lui-même. Ce n'est plus seulement une question de fondation ou de lumière, c'est l'acte de sculpter, de se créer et de se recréer en permanence, en un personnage de sa propre conception. Et ça nous ramène tout droit à notre fameuse loi 25. Là, on passe vraiment un cap. On n'est plus dans la gestion d'images, on est dans la création pure. Il s'agit de devenir l'auteur de sa propre identité, de A à Z. Et là, la différence est énorme. D'un côté, le rôle qu'on nous donne, un pouvoir limité, des frontières définies par les autres, un seul costume. De l'autre, ce que Greene appelle un pouvoir protéiforme, comme le dieu grec Proté qui changeait de forme à volonté. C'est la liberté de s'adapter, de jouer plusieurs rôles sans jamais être prisonnier d'un seul. Prenez César, par exemple. C'est l'illustration parfaite. Franchir le Rubicon, ça aurait pu être juste une manœuvre militaire, un détail technique. Mais pas avec lui. Il a mis en scène ce moment. Il a marqué une pause, il a prononcé sa fameuse phrase « Allez jacta est » et il a transformé un acte stratégique en un mythe. Il a fait de sa vie un théâtre. Et sur cette scène, il était le héros. Bon, la sculpture est prête. Le socle est solide, la lumière est dessus. Il manque quoi? Le dévoiement. C'est le moment de projeter cette image avec un impact maximal, grâce au pouvoir des symboles et des gestes forts.
Et pour parler de ça, qui de mieux que le roi Soleil lui-même? Il n'a pas juste dit « Tiens, appelez-moi le roi Soleil ». Non, non, il est devenu le Soleil. Il s'est approprié toutes ses qualités, le centre de l'univers, celui qui donne la vie, la chaleur, la lumière. En matière d'image, c'est du pur génie. Et la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est simple. Une image forte, un symbole. Ça ne passe pas par le cerveau et l'analyse, ça va droit au cœur. Ça crée des connexions immédiates, émotionnelles, qui court-circuitent la pensée critique. C'est une véritable autoroute vers les émotions. Alors, pour finir, une dernière question, et pas des moindres. Après avoir vu tout ça, la réputation, l'attention, la réinvention, dans le grand théâtre de la vie, est-ce que c'est bien nous qui tenons le stylo, ou est-ce qu'on laisse quelqu'un d'autre écrire notre rôle et nos répliques? La question reste posée.